Je devais conduire ma mère de 82 ans à l'hôpital. Ma voiture était au garage. Quand j'ai demandé la sienne à ma femme, elle a dit « Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi ». J'ai simplement répondu « D'accord ». Le lendemain, elle m'a appelé 31 fois. Elle m'a appelé 31 fois le lendemain. Au 15e appel, sa voix était passée de l'irritation à la panique. Au 23e, elle s'était transformée en quelque chose que je n'avais jamais entendu en près de 3 décennies de mariage, de la peur. Je regardais son nom s'allumer encore et encore sur l'écran de mon téléphone pendant que j'étais assis à la table de la cuisine, une tasse de café noir refroidissant dans ma main. Ce qui est étrange, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé si elle m'avait simplement tendu les clés de sa voiture. Au lieu de cela, ce matin-là, elle m'a regardé et a prononcé 5 mots qui résonnent encore dans ma tête comme une porte qui claque, ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Il était 6h40 du matin quand j'ai été réveillé par le bruit de la toux de ma mère dans la chambre d'amis, au bout du couloir. Ce n'était pas une toux ordinaire. Elle était serrée, forcée, du genre qui vous fait vous redresser dans votre lit sans réfléchir. Ma mère a 82 ans, 2 stents, une insuffisance cardiaque légère, une liste de médicaments plus longue que la plupart des menus de restaurant. Elle vit avec nous à Lyon depuis que mon père est décédé il y a 3 ans. La plupart du temps, elle se déplaçait lentement mais sûrement. Ce matin-là, elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Je l'ai aidée à s'asseoir. Ses mains étaient froides. Sa peau avait ce teint pâle et grisâtre que j'ai appris à ne pas ignorer. « N'attendons pas », a-t-elle murmuré. Je le savais déjà. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler le cabinet de son cardiologue. Ils m'ont dit de l'amener immédiatement. Et c'est là que je me suis souvenu. Ma voiture était toujours au garage. Panne de transmission. 4e jour d'attente pour les pièces. Je m'en étais plaint la veille au soir alors que Laurence, ma femme, levait à peine les yeux de sa tablette. Le véhicule tout-terrain de Laurence était garé dans l'allée, pratiquement neuf, entièrement payé. Je suis entré dans la cuisine où elle parcourait quelque chose sur son téléphone, son café fumant à côté d'elle. « Laurence », ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. « Maman doit aller à l'hôpital. Ma voiture est toujours au garage. Est-ce que je peux prendre la tienne ?» Elle n'a pas levé les yeux tout de suite, balayant juste une fois de plus l'écran. « J'ai mon cours de pilates à 9h, a-t-elle dit d'un ton neutre. Je l'aurais ramené avant cela. C'est alors qu'elle m'a regardé, et je l'ai vu. Pas de la colère, pas du stress, de l'indifférence. Ce n'est pas mon problème, a-t-elle dit en levant sa tasse. Débrouille-toi. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Ma mère n'arrive pas à respirer. Elle a haussé les épaules. Alors appelle un chauffeur privé. Je suis resté là plus longtemps que je ne veux l'admettre, attendant la chute, attendant que la douceur revienne dans ses yeux. Elle n'est pas revenue. Alors j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. C'est tout. Pas de cri, pas de dispute, juste ce seul mot. D'accord. Notre voisin François nous a conduits à l'hôpital. Pendant tout le trajet, j'ai regardé par la fenêtre tandis que maman reposait sa tête contre le siège. C'était Laurence, a-t-elle demandé doucement. J'ai gardé les yeux fixés devant moi. Elle a une matinée chargée, ai-je répondu. Maman n'a rien dit de plus, mais j'ai senti le poids de son silence. À l'hôpital, les examens ont commencé immédiatement, électrocardiogramme, analyse de sang, surveillance de l'oxygène. Je suis resté à ses côtés tout le temps. Ce n'était pas une crise cardiaque, heureusement. Une accumulation de liquide, un ajustement de médicaments, nous l'avions échappé belle. Mais quelque chose d'autre avait changé en moi ce matin-là. Quelque chose de silencieux, de permanent. Laurence a envoyé un message vers midi, « Tout va bien ?» J'ai fixé le message. Aucune excuse, aucune inquiétude, juste de l'efficacité. Elle est stable, ai-je répondu. Un symbole de pouce levé est revenu en réponse. C'était tout. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, Laurence était assise à l'îlot de la cuisine. « Comment va-t-elle » a-t-elle demandé sans se retourner. Stable, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Bien. Je suis resté là un moment, à l'étudier. 28 ans de mariage. Nous avions construit cette maison ensemble,
élever 2 beaux enfants de son premier mariage. Partager des vacances, des funérailles, des projets de retraite. Et pourtant, ce matin-là, au moment où cela comptait le plus, elle avait tracé une ligne dont j'ignorais l'existence. Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Les mots n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas dramatiques. Ils étaient froids. Et ils m'ont révélé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à voir. Je n'étais plus son partenaire. J'étais une responsabilité. Et les responsabilités peuvent être déclinées. Cette nuit-là, après que Laurence fut allée se coucher, je me suis assis seul dans le salon. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne sais pas ce que je m'attendais à trouver. Peut-être avais-je juste besoin de quelque chose de solide, de factuel, de quelque chose qui ne dépendait pas de l'émotion. Alors, je me suis connecté à notre compte bancaire joint. Et c'est là que je l'ai vu. Des virements que je ne reconnaissais pas, de grosses sommes, fréquentes. Je me suis penché plus près de l'écran. Mon pouls a ralenti au lieu de s'accélérer parce que soudain, la matinée prenait tout son sens. Et pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas blessé. Je me sentais lucide. Le lendemain matin, Laurence m'a appelé 31 fois. Mais c'était plus tard. D'abord, il y a eu les chiffres. Et les chiffres, contrairement aux mots, ne mentent pas. Si vous m'aviez demandé il y a un an si je faisais confiance à ma femme, j'aurais répondu oui sans hésiter. Pas le genre de confiance imprudente que l'on voit chez les jeunes couples qui croient encore que l'amour seul peut porter une hypothèque. J'ai 68 ans. Ma confiance était du genre construit au fil de décennies de routine, des calendriers partagés, des mots de passe partagés, des rendez-vous médicaux partagés. La confiance tranquille qui vient du fait d'avoir survécu à des épreuves ensemble. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Laurence et moi nous sommes mariés quand j'avais 40 ans. Elle avait 2 enfants de son premier mariage. Je venais d'être promu associé principal dans le cabinet comptable où j'ai travaillé pendant 35 ans. Elle était chaleureuse à l'époque, charismatique, le genre de femme qui pouvait organiser un grand repas de famille pour 20 personnes sans verser une goutte de sueur. Elle a arrêté de travailler il y a 12 ans. Cela n'a pas de sens que nous nous tuions tous les deux à la tâche, avait-elle dit. Tu gagnes plus de toute façon. Je n'ai pas discuté. J'étais fier de subvenir à nos besoins. Cela me donnait un but. Au fil du temps, j'ai versé mon salaire sur notre compte joint. Je l'ai ajouté comme utilisatrice autorisée sur toutes les cartes de crédit. Quand j'ai pris ma retraite à 65 ans, j'ai transféré ma pension et mon plan d'épargne sur des comptes gérés sous nos 2 noms. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je devais faire autrement. Avec le recul, je peux voir les changements subtils. Ils n'étaient pas assez dramatiques pour m'alarmer, juste de petits ajustements dans le ton. Quand j'hésitais devant un achat important, elle disait « Tu t'inquiètes trop ». Quand je posais des questions sur une dépense que je ne reconnaissais pas, elle souriait et disait « Détends-toi. C'est géré ». Quand je suggérais de rencontrer un conseiller financier ensemble, elle répondait « C'est toi l'expert des chiffres. Je te fais confiance. » Confiance. Encore ce mot. Mais quelque part en cours de route, j'ai cessé d'examiner les relevés aussi attentivement. La retraite vous change. Vous commencez à valoriser la paix plus que la précision. Et Laurence valorisait le confort, les rénovations de la maison, les vacances avec ses amis, les opportunités d'investissement qui ne semblaient jamais produire de rendement. J'ai remis en question une partie de tout cela, mais pas assez, car la défier signifiait des frictions, et les frictions à notre âge semblent épuisantes. Après ces mots de ce matin-là, ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi, je n'ai pas pu dormir. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai épluché les comptes. Le premier virement que j'ai remarqué datait de 4 mois, 8 000 € virés sur un compte professionnel inconnu intitulé Consultation. Le mois suivant, 11 400 € pour une mise de fonds d'investissement, puis 5 900 € retirés en espèces. Mon estomac ne s'est pas noué comme il l'aurait fait quand j'étais plus jeune. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sérénité. J'ai consulté les relevés de cartes de crédit. Des achats de luxe totalisant plus de 13 300 € au cours de la dernière année. Des bijoux, des forfaits de bien-être, une agence de voyage haut de gamme. Ce véhicule dans l'allée, il n'était pas entièrement payé après tout.
Il était financé par une ligne de crédit distincte dont j'ignorais l'existence. Une ligne de crédit liée à la valeur nette de notre maison. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran. Pendant 28 ans, j'ai cru que nous prenions les décisions ensemble. Maintenant, je voyais le schéma. Les virements n'étaient pas aléatoires. Il augmentait, 8 000 €, 11 400 €, 14 000 €. Comme quelqu'un qui construisait un parachute en secret. J'ai ouvert un autre onglet et vérifié les registres de propriété en ligne. L'acte de propriété de notre maison était toujours conjoint. Bien. Mais le prêt pour la voiture ne mentionnait que son nom. C'était nouveau. J'ai fait défiler plus bas. 3 demandes sur son rapport de crédit, des demandes de prêt commercial datant des 60 derniers jours. Le jour où elle m'a dit que l'urgence de ma mère n'était pas son problème, elle avait déjà un pied en dehors de notre mariage, et j'avais été celui qui finançait la sortie. Je suis resté assis là jusqu'à 2 heures du matin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié ma colère. J'ai rejoué les dernières années dans mon esprit, la façon dont elle avait commencé à prendre des appels téléphoniques dans une autre pièce, les nouveaux amis que je n'avais jamais rencontrés, l'insistance soudaine sur le fait qu'elle avait besoin d'indépendance financière. J'avais interprété cela comme une saine autonomie. Maintenant, cela ressemblait à une préparation. Le plus douloureux n'était pas l'argent. C'était la prise de conscience que pendant que je pensais au rendez-vous chez le cardiologue et au renouvellement de médicaments pour ma mère de 82 ans, ma femme pensait à la liquidité financière. J'ai entendu ses pas dans le couloir et j'ai rapidement fermé l'ordinateur portable. Elle est apparue à l'embrasure de la porte, sa robe de chambre bien serrée autour d'elle. « Pourquoi es-tu debout » a-t-elle demandé. Je n'arrivais pas à dormir. Elle a hoché la tête, puis a fait une pause. « Tu semblais distant aujourd'hui. » Je l'ai regardé attentivement. Je réfléchissais, ai-je dit. À quoi? À la responsabilité. Elle a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela veut dire? Rien, ai-je répondu. Elle m'a étudié un instant de plus, puis a haussé les épaules et est retournée au lit. Ce haussement d'épaules. Le même que celui du matin. Ce n'était pas de la cruauté. C'était du dédain. Le lendemain, pendant qu'elle était à son cours de sport, j'ai appelé mon ancien collègue, Damien. Il avait été mon conseiller financier pendant des années avant que je ne prenne ma retraite. Damien, ai-je dit, j'ai besoin de tout revoir. Il n'a pas posé beaucoup de questions, m'a juste fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. Quand j'ai raccroché, je suis passé devant l'îlot de la cuisine où elle s'était assise la veille. J'ai revécu la scène, ma mère peinant à respirer, moi demandant de l'aide, elle levant sa tasse de café. Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. La phrase n'avait pas seulement révélé son indifférence. Elle avait révélé la mienne. J'avais ignoré les signaux d'alarme pendant des années parce que les affronter semblait incommode. Mais quelque chose à propos de ce matin-là avait dissipé le confort du déni. Si je pouvais conduire ma mère à l'hôpital sans son aide, je pouvais aussi faire autre chose. Je pouvais trouver une solution. Quand Laurence m'a appelé 31 fois le lendemain, elle pensait qu'il s'agissait d'un contretemps. Elle ne comprenait pas encore qu'il s'agissait d'une mise à nu. Et les chiffres, une fois découverts, ne retournent pas se cacher. Damien n'a pas perdu de temps en bavardage. Quand je suis entré dans son bureau le lendemain matin, il a fermé la porte derrière moi et a dit « Commencez par le début ». Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de ma mère, de la voiture, des mots de Laurence. Puis, j'ai fait glisser une pile d'imprimés de relevés sur son bureau. Il a ajusté ses lunettes et a commencé à les feuilleter, lentement d'abord, puis plus vite. « Depuis quand n'avez-vous pas examiné ces relevés ligne par ligne » a-t-il demandé. Pas en détail, ai-je admis. 6 mois, peut-être plus. Il a hoché la tête. La retraite peut faire cela. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté à l'accès administratif qu'il avait toujours l'autorisation d'utiliser pour mes comptes gérés. En 10 minutes, il a trouvé ce que j'avais pressenti mais pas encore entièrement compris. Elle a déplacé des liquidités, a-t-il dit calmement. C'est-à-dire des positions de trésorerie, des virements à court terme, une expansion du crédit. Elle augmente les fonds disponibles tout en limitant les engagements à long terme traçables. Je l'ai regardé fixement. En français, elle se prépare à une séparation financière.
Le mot est resté en suspens dans l'air. Séparation. Pas divorce. Pas encore. Préparation. Damien a continué de faire défiler. Ici, ligne de crédit sur la valeur nette de la maison ouverte il y a 8 mois, autorisée par vous deux électroniquement. J'ai froncé les sourcils. Je ne me souviens pas avoir signé cela. Vous avez probablement approuvé quelque chose de manière électronique sans lire les documents secondaires. J'ai fermé les yeux brièvement. Je me suis souvenu du soir où elle avait dit que c'était de la paperasse pour mettre à jour les bénéficiaires de l'assurance. J'avais signé depuis mon téléphone en regardant la télévision. Damien a tourné l'écran vers moi. 39 900 € tirés de la ligne de crédit au cours des 7 derniers mois. Cet argent n'est pas allé dans la maison, a-t-il dit. Où est-il allé? Une combinaison de virements personnels et autre chose. Il a cliqué à nouveau. 3 dépôts dans une société à responsabilité limitée nouvellement formée, enregistrée uniquement au nom de Laurence. L'adresse de l'entreprise était un espace de travail partagé en centre-ville. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé doucement. On dirait qu'elle a lancé une entreprise de conseil. J'ai ri une fois sous cap. Laurence n'avait jamais dirigé d'entreprise de sa vie. Elle est répertoriée comme propriétaire majoritaire, a ajouté Damien. Combien a-t-elle transféré dedans? Il a totalisé les virements. Je me suis rassis dans mon fauteuil. Le prêt de la voiture, la ligne de crédit, la société, les retraits. Ce n'étaient pas des dépenses impulsives. C'était du positionnement stratégique. Elle n'a pas touché à votre plan d'épargne retraite, a dit Damien. C'est une bonne chose. C'est protégé à moins que vous n'autorisiez un retrait. Et pour ma pension de retraite? Elle est toujours déposée sur le compte joint. J'ai expiré lentement. Alors, quelles sont mes options? Damien a croisé les mains. D'abord, séparez immédiatement vos revenus. Ouvrez un compte individuel. Redirigez vos versements de pension. Gelez la ligne de crédit sur la valeur nette de la maison. Retirez-la comme utilisatrice autorisée sur toutes les cartes de crédit émises à votre nom. Ensuite, consultez un avocat. Est-ce que cela va envenimer les choses? Il m'a jeté un regard que je reconnaissais de nos années de négociation. La situation a déjà dégénéré. Vous êtes simplement en retard à la réunion. Je suis rentré chez moi avec un calme étrange qui s'installait en moi. Il y a quelque chose de clarifiant dans les chiffres. Ils éliminent l'ambiguïté. Ils se moquent du ton ou des excuses. Laurence n'agissait pas de manière impulsive. Elle exécutait un plan. Et je l'avais financé. Quand je suis entré dans la maison, elle était de nouveau au comptoir, l'ordinateur portable ouvert cette fois. « Comment s'est passée ta matinée ?» a-t-elle demandé. « Productive. » Elle a souri faiblement. « Je travaille sur quelque chose de nouveau. » « Oh, une idée d'entreprise. » « Du conseil. » « Ce n'est que le début. » J'ai hoché la tête. Cela a l'air onéreux. Elle a fait une pause d'une fraction de seconde. L'investissement nécessite du capital. Oui, ai-je convenu doucement. C'est vrai. Elle a étudié mon visage. Tu es étrange. Ah bon? Oui. Depuis hier. Je l'ai regardé dans les yeux. La journée d'hier a été révélatrice. Pourquoi? Pour moi. Elle a fermé lentement son ordinateur portable. Es-tu fâché à propos de la voiture? Non. Alors quoi? J'ai envisagé de tout lui dire à ce moment-là, d'étaler les chiffres, de la confronter. Mais quelque chose en moi m'a retenu. Pas la peur. Le moment opportun. J'ai trouvé une solution, ai-je simplement dit. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je n'ai pas besoin de ta voiture. Son expression s'est légèrement adoucie, comme si elle croyait que la tempête était passée. Bien, a-t-elle dit, parce que j'ai des réunions toute la semaine. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte courant à mon seul nom. J'ai redirigé mes versements de pension, avec effet immédiat. J'ai appelé la banque et gelé la ligne de crédit sur la valeur nette de la maison en attendant un examen. Le représentant a demandé la raison. Exposition financière non autorisée, ai-je répondu. J'ai retiré son autorisation de 2 cartes de crédit liées à mon compte de retraite.
Chaque action semblait méthodique, contrôlée, ce n'était pas de la vengeance, mais de la protection. Le soir, la banque m'a informé que les transactions en attente liées à la ligne de crédit étaient suspendues. À 21h12, le téléphone de Laurence a vibré. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle lisait le courrier électronique de notification. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» a-t-elle demandé sèchement. « Qu'est-ce que quoi ?» Il est dit que la ligne de crédit est gelée. Oui. Pourquoi? Gestion du risque. Elle s'est levée. Tu ne peux pas simplement la geler sans m'en parler. Je peux, ai-je dit calmement. Elle est à mon nom. Elle est à nos deux noms. Elle l'était, ai-je corrigé. Sa mâchoire s'est crispée. Tu réagis de manière excessive. Ah bon? C'est à cause d'hier. Non, ai-je dit doucement. Hier, c'était à propos d'autre chose. Elle m'a regardé fixement, cherchant une émotion. Mais il n'y avait plus de colère. Seulement du calcul. Elle a pris son téléphone et est allée dans la chambre, fermant la porte derrière elle. Je me suis assis seul dans le salon. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un autre, puis un message, as-tu gelé le compte? J'ai posé le téléphone parce que la suite exigeait de la patience. Et quand les appels sont arrivés le lendemain, 31 d'entre eux, ils ne concernaient pas une visite à l'hôpital. Ils concernaient un levier de pouvoir. Et pour la première fois depuis des années, je comprenais exactement qui l'avait. Laurence n'a pas crié cette nuit-là. Elle n'a rien jeté. Elle ne m'a pas accusé de trahison. Elle n'a même pas pleuré. Elle a calculé. C'est ce qui a rendu la situation différente. Je l'ai entendu bouger dans la chambre bien après minuit, des tiroirs qui s'ouvrent, des papiers qui bruissent, le léger tapotement de son clavier de téléphone. Quand elle est finalement sortie vers 1h du matin, j'ai fait semblant de dormir sur le canapé. Elle est restée un moment au-dessus de moi, à m'observer, à me jauger. Puis elle est retournée à l'intérieur. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'ai pas douté de moi non plus. Il y a une certaine lucidité qui vient quand le déni se dissout enfin. Pas de la rage, pas de chagrin, juste de la lucidité. Le lendemain matin, à exactement 7h18, mon téléphone a vibré. Appel numéro 1, Laurence. Je l'ai laissé sonner. Appel numéro 2. Puis numéro 3. Au moment où je suis arrivé sur le parking de la banque à 8h05, j'avais cet appel manqué. Je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai ressenti une confirmation. À l'intérieur de l'agence, j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice de compte principale, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Michel, posée et directe. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, monsieur Lefebvre? Je dois revoir la propriété des actifs et geler tous les virements sortant de plus de 4 700 € sans double autorisation. Elle a tapé tranquillement sur son clavier. Anticipez-vous un litige? Possiblement. Elle a hoché la tête. Vous voudrez une documentation des retraits récents et des extensions de crédit. Je les ai déjà. Elle a levé les yeux vers moi, étudiant mon visage. Est-ce un divorce? C'est une correction, ai-je répondu. Elle n'a pas posé d'autres questions. En 30 minutes, la ligne de crédit sur la valeur nette était officiellement suspendue en attendant un examen interne. Des alertes ont été placées sur tous les comptes. Les virements importants nécessitaient une autorisation en personne. Mon compte individuel était entièrement activé. En retournant à ma voiture, mon téléphone affichait 15 appels manqués et un message vocal. Sa voix était contrôlée au début. David, rappelle-moi. Il y a clairement une erreur avec la banque. À la fin du message, le contrôle s'était amenuisé. Tu ne peux pas simplement faire cela. À 9h30, j'ai rencontré une avocate que Damien avait recommandée, Suzanne Morel, une spécialiste du droit de la famille avec 20 ans de pratique. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à son fauteuil. Votre femme a repositionné des actifs. Discrètement. Oui. Vous avez gelé les liquidités avant qu'elle ne termine la transition. Oui. Elle a hoché la tête. Cela explique les appels téléphoniques. Quels sont mes risques, ai-je demandé. Si elle dépose une demande en premier, elle plaidera l'abus financier.
Je n'ai rien transféré à moi-même au-delà de mes revenus gagnés. Bien. La documentation est votre bouclier. Elle a tapoté légèrement son stylo contre son carnet. Laissez-moi vous demander quelque chose, monsieur Lefebvre. Pourquoi maintenant? J'y ai réfléchi. Parce que ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce n'était pas les virements, ai-je finalement dit. C'était la phrase. Elle a haussé un sourcil. Quelle phrase? Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. L'expression de Suzanne a légèrement changé. C'est souvent le moment, a-t-elle dit doucement, le moment où un conjoint cesse de voir l'autre comme un partenaire. J'ai hoché la tête. Quelles sont mes options? Vous pouvez demander une séparation de corps, protéger vos comptes de retraite, établir des limites financières temporaires, ou vous pouvez tenter une médiation. Je ne pense pas qu'elle veuille de médiation. Alors protégez-vous d'abord. Quand je suis rentré à la maison, Laurence était de nouveau assise à l'îlot de la cuisine. Mais elle ne parcourait rien cette fois. Elle attendait. Ses yeux étaient vifs. « Que as-tu fait » a-t-elle demandé sans me saluer. J'ai ajusté l'exposition au risque. Elle s'est levée. Arrête de parler comme cela. Ce n'est pas une salle de réunion. Non, ai-je convenu calmement. C'est notre maison. Tu as gelé la ligne de crédit. Oui. Tu m'as retiré des cartes de crédit. Oui. Tu as redirigé tes versements de pension. Oui. Elle a cligné des yeux une fois, clairement surprise que je ne le nie pas. Tu ne me fais pas confiance. La question m'a presque fait sourire. Je t'ai fait confiance, ai-je dit d'un ton égal. C'est ainsi que la ligne de crédit a pu être ouverte. Son visage s'est durci. Tu réagis de manière excessive à un seul commentaire. Un seul commentaire, ai-je répété. Tu me punis parce que j'avais un cours de prévu. Il ne s'agit pas de Pilate. Alors de quoi s'agit-il? J'ai soutenu son regard. Il s'agit de partenariat. Le silence s'est étiré entre nous. Tu essaies de me contrôler, a-t-elle finalement dit. Non, ai-je répondu. Je supprime la capacité de me contrôler. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne peux pas simplement réécrire les règles après 28 ans. Ce n'est pas moi qui les ai réécrites, ai-je dit doucement. C'est toi. Elle a ri une fois, un rire sec et dédaigneux. Oh, je t'en prie. Tout cela parce que je n'ai pas tout laissé tomber pour conduire ta mère? Il ne s'agissait pas de conduire. Alors de quoi? Il s'agissait de considération. Elle a croisé les bras. Alors, c'est devenu émotionnel maintenant. Non, ai-je dit calmement. C'est devenu structurel. Ses yeux ont brillé. Est-ce que tu me menaces de divorce? Je protège ce qui est à moi. Et ce qui est à moi, a-t-elle lancé. Tu garderas ce que tu as déjà mis de côté. La couleur a légèrement quitté son visage. Tu as fouillé dans les comptes. J'ai lu les relevés. Elle m'a regardé fixement pendant plusieurs secondes. Tu es paranoïaque. Non, ai-je dit doucement. J'étais naïf. Cet après-midi-là, j'ai déposé une demande de séparation de corps, pas de divorce. Protection. Limite financière temporaire en attendant la médiation. La paperasse était précise, clinique, dénuée de drame. Quand l'huissier a signifié l'avis 2 jours plus tard, je n'étais pas à la maison. Mais j'en ai entendu parler, parce que c'est ce jour-là qu'elle m'a appelé 31 fois. Et les 20 premiers de ces appels n'étaient pas colériques. Ils étaient effrayés. Il y a une différence entre la vengeance et le recalibrage. La vengeance est bruyante. Le recalibrage est silencieux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai ajusté. Et une fois que le système a changé, elle l'a ressenti immédiatement, car pour la première fois en 28 ans, elle ne pouvait pas simplement supposer que j'absorberais l'impact. L'huissier a frappé à 10h17. Je connais l'heure parce que Laurence m'a envoyé un message à 10h19, que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. À 10h22, elle a appelé. Appel numéro 1. Je l'ai regardé sonner. Appel numéro 2. Puis numéro 3. À 11h du matin, j'avais 11 appels manqués et 6 messages.
Les premiers étaient contrôlés. David, nous devons parler. C'est ridicule. Tu envenimes la situation inutilement. Vers l'appel 15, le ton a changé. Tu ne peux pas demander la séparation sans en discuter. Tu nous mets dans l'embarras tous les deux. Et puis, vers l'appel 22, quelque chose de nouveau est entré dans sa voix. L'incertitude. Qu'est-ce que tu essaies de protéger exactement? J'étais assis à mon bureau dans le boudoir, examinant les projections de retraite avec Damien en haut-parleur, et je laissais le téléphone vibrer contre le bois. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais stable. Quand on vit assez longtemps, on apprend quelque chose sur le pouvoir. Il est rarement question de volume sonore. Il est question de levier. Pendant près de 3 décennies, Laurence avait agi en partant du principe que je maintiendrais la stabilité quoi qu'elle fasse, que j'apaiserais les tensions, couvrirais les dépenses, ignorerais les irrégularités. Elle s'était habituée à l'élasticité, mais l'élasticité a des limites, et une fois qu'elle se rompt, elle change de forme. À 13h14, elle s'est présentée au bureau de Damien. Il m'a immédiatement envoyé un message, elle est là, agitée. Je lui ai dit de ne pas s'engager au-delà de la confirmation que j'avais demandé une consultation. Apparemment, elle a exigé l'accès au relevé. Damien lui a dit ce que tout conseiller dirait, vous devrez passer par votre avocat. C'est à ce moment-là que la panique a vraiment commencé. Parce que la panique ne concerne pas l'argent. Elle concerne le contrôle. En fin d'après-midi, j'ai finalement répondu. Appel numéro 31. Sa respiration était saccadée. David, a-t-elle dit, la voix tendue. Que se passe-t-il? Tu as reçu une signification d'acte, ai-je répondu d'un ton égal. Séparation de corps. Tu es sérieux? Oui. Tu es en train de détruire notre vie. Non, ai-je dit doucement. Je suis en tant que stabiliser la mienne. C'est à cause de ta mère. Tout a commencé là. Donc, parce que je t'ai dit de gérer quelque chose toi-même, tu penses que je démantèle 28 ans. Non, ai-je dit. C'est parce que j'ai réalisé que je gérais tout moi-même. Silence. Tu penses que je te volais, a-t-elle finalement demandé. Je pense que tu te préparais à quelque chose sans m'en informer. Cela s'appelle l'indépendance. Pas quand c'est financé par la valeur nette conjointe sans aucune transparence. Elle a expiré brusquement. Tu agis comme si j'avais commis un crime. Tu as ouvert une ligne de crédit de 40 000 € sur notre maison. C'est notre maison. Et tu n'en as pas discuté avec moi. J'ai signé pour toi électroniquement. Oui, ai-je dit calmement. C'est ce que tu as fait. La pause qui a suivi était lourde de sens. Tu m'as fait confiance, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Et maintenant tu ne le fais plus. Maintenant je vérifie. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, elle faisait les 100 pas. L'atmosphère dans la maison était différente, chargée. J'ai parlé à un avocat, a-t-elle dit immédiatement. Je m'en doutais. Tu vas le regretter. Possiblement. Elle m'a regardé fixement comme si elle attendait une explosion de colère, des représailles. Rien n'est venu. Tu as gelé la ligne de crédit. Tu m'as retiré des comptes. Tu m'as coupé l'accès. J'ai restreint la liquidité non sécurisée. C'est la même chose. Non, ai-je répondu d'un ton égal. C'est une mesure de protection. Elle a secoué la tête. Tu essaies de m'affamer financièrement. J'empêche une exposition plus grande à des risques. Elle a ri amèrement. Exposition à quoi? À ta paranoïa de retraité? À un passif non divulgué. Sa voix a baissé d'un ton. Tu m'as surveillé. J'ai examiné les relevés bancaires. Tu penses que je te quittais? Je pense que tu préparais tes options. Et cela te fait peur? Non, ai-je dit. Ce qui m'a fait peur, c'est une phrase. Sa mâchoire s'est crispée. Tu en es encore là. Oui. C'était une mauvaise matinée. C'était une matinée révélatrice. Elle m'a regardé pendant un long moment. Tu sais à quoi cela ressemble, a-t-elle dit doucement. À de l'abus financier. J'ai hoché la tête lentement. Et c'est exactement pour cela que j'ai déposé une demande légale.
Son expression a vacillé car elle a compris. La documentation change les récits. Au cours des 2 semaines suivantes, une médiation a été programmée. Les actifs ont été délimités. Les comptes de retraite, séparés et protégés. La maison, détenue conjointement sous réserve d'évaluation. La ligne de crédit, suspendue en attendant l'examen du tribunal. Sa société, entièrement à elle sans financement supplémentaire provenant des biens communs. La voiture, sous sa seule responsabilité pour la première fois. La structure était visible. Pas d'ambiguïté, pas de virement discret, pas de ligne floue. Le plus étrange n'était pas la tension. C'était le calme. J'ai conduit ma mère à son rendez-vous de suivi le mardi suivant dans une voiture de location que j'ai payée moi-même. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a étudié mon visage. « Tu as l'air plus léger », a-t-elle dit. « Je me sens plus lucide », ai-je répondu. « Est-ce fini » a-t-elle demandé doucement. « Non », ai-je dit. « C'est équilibré. » Cette nuit-là, Laurence a dormi dans la chambre d'amis. Nous nous évitions l'un l'autre avec précaution, civilement, mais quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas de l'hostilité, c'était une question de hiérarchie. Elle n'agissait plus à partir d'un levier supposé. Elle négociait d'égal à égal. Et c'est là que la colère a vraiment fait surface. Parce que l'égalité ressemble à une perte pour quelqu'un habitué à avoir l'avantage. 3 jours avant notre première séance de médiation, elle s'est tenue à l'entrée du boudoir. « Tu n'avais pas à m'humilier » a-t-elle dit. Je ne l'ai pas fait. Tu m'as fait remettre les papiers à la maison. C'est ainsi que la procédure fonctionne. Tu aurais pu me prévenir. Je l'ai fait, ai-je répondu. Quand? Quand j'ai dit « d'accord ». Elle m'a regardé, la confusion et la prise de conscience se heurtant dans son expression. Tu me punis. Non, ai-je dit doucement. J'ai trouvé une solution. Un renversement de situation n'est pas bruyant. Il ne claque pas les portes. Il ne lance pas d'accusation. Il change la structure sous le plancher. Et quand les fondations bougent, tout le monde le sent. Surtout celui qui pensait qu'elles étaient permanentes. La médiation était prévue pour 9 h du matin un jeudi gris. Laurence est arrivée avec 10 minutes de retard. Ni pressée, ni troublée, elle était contrôlée. Elle portait le blazer bleu marine qu'elle mettait pour les événements caritatifs, celui qui signalait le sang-froid et la confiance. Si vous ne connaissiez pas le contexte, vous auriez pu penser que nous assistions ensemble à une signature d'acte chez le notaire. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une longue table de conférence. Entre nous, de la paperasse, derrière nous, 28 ans. Le médiateur, un homme d'une 60aine d'années nommé Richard, a ouvert la séance avec un langage neutre. Il s'agit d'une discussion structurée concernant la séparation financière et la protection des actifs. Notre objectif est la clarté. Clarté. Encore ce mot. Richard a examiné le résumé financier préliminaire, la valeur de la maison commune, les comptes de retraite, le statut de la ligne de crédit, les documents de sa société, la dette en cours. Lorsqu'il est arrivé à la section détaillant les retraits de la ligne de crédit, il a fait une pause. Madame Lefebvre, a-t-il dit avec précaution, ces fonds ont été utilisés sans discussion préalable documentée. Laurence a croisé les jambes. Nous avons des finances communes. Nous ne demandons pas la permission pour chaque dépense. 40 000 € ne sont pas une dépense, ai-je dit calmement. C'est une prise de position financière. Elle m'a lancé un regard noir. Richard a levé doucement la main. Restons constructifs. Il s'est de nouveau tourné vers elle. Quelle était l'utilisation prévue de ces fonds? Développement commercial. Pour lequel il n'y a pas encore de rapport de revenus? C'est une phase de démarrage. Il a hoché la tête, puis a noté quelque chose. Quand nous sommes passés au gel de la ligne de crédit, elle s'est penchée en avant. Il l'a gelée sans me consulter. Oui, a dit Richard, mais il l'a fait légalement. Elle s'est tournée vers moi. Tu m'as embarrassé à la banque. Tu m'as embarrassé à la table de la cuisine, ai-je répondu d'un ton égal. La pièce est devenue silencieuse. Richard a regardé de l'un à l'autre. Souhaitez-vous développer? Laurence a ricané doucement. Il fait référence à un commentaire que j'ai fait. Ce n'était pas le commentaire, ai-je dit.
C'était ce qu'il a révélé. Elle a levé les yeux au ciel. C'est absurde. Vraiment, ai-je demandé doucement. Tu penses que je démantèle notre mariage parce que je n'ai pas reporté mon cours de pilates? J'ai soutenu son regard. Il ne s'agissait pas de pilates. Alors de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de responsabilité. Le mot a atterri entre nous. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose se fissurer sous son sang-froid. Pas de la culpabilité, mais de la reconnaissance. La médiation a duré 4 heures. À la fin, la structure temporaire était définie. Je conservais le contrôle exclusif de mes comptes de retraite. Elle maintenait la pleine propriété de sa société et de ses dettes. La maison resterait en propriété conjointe en attendant une expertise et un rachat potentiel. La ligne de crédit resterait gelée à moins que les deux parties ne signent pour sa réactivation. Les comptes courants séparés seraient permanents à l'avenir. Pas de cris, pas d'ultimatum dramatique, juste des termes. Quand nous sommes sortis sur le parking ensuite, l'air était froid et vif. Laurence s'est arrêtée à côté de son véhicule. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. Pour l'instant. Tu nous as transformés en contrat. Non, ai-je dit doucement. Nous avons toujours été un contrat. Je l'ai juste enfin lu. Elle a secoué la tête. Tu as changé. J'ai arrêté d'absorber les coups. Elle m'a étudié attentivement. Tu n'as même pas l'air en colère. Je ne le suis pas. Alors qu'es-tu? J'ai fini de faire semblant. Elle a détourné le regard la première. Ce soir-là, de retour à la maison, elle se tenait dans le couloir alors que je me dirigeais vers le boudoir. Tu pourrais encore annuler tout cela, a-t-elle dit. Comment? Lève la procédure de séparation. Réactive la ligne de crédit. Fais-moi de nouveau confiance. Confiance. Le voilà de nouveau. Qu'est-ce qui serait différent, ai-je demandé. Elle a hésité. Je ne dirai plus jamais quelque chose comme cela. Ce n'était pas le problème de fond. Alors quel est-il? J'ai demandé de l'aide, ai-je dit doucement. Et tu as décidé que ce n'était pas ton problème. C'était un matin, c'est tout. C'était un comportement récurrent. Sa mâchoire s'est crispée. Tu réécris l'histoire. Non, ai-je dit. Je la lis enfin telle qu'elle est. Elle s'est approchée. Tu penses être le seul à t'être senti seul dans ce mariage? Cela m'a pris par surprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu t'es enterré dans les chiffres pendant des décennies, a-t-elle dit. Plan de retraite, gestion des risques, toujours en train de calculer. J'ai appris à construire quelque chose à moi de mon côté. Alors tu aurais dû m'en parler. J'ai essayé. Elle a de nouveau hésité, et dans cette hésitation, j'ai vu quelque chose de réel. Ce n'était pas de la manipulation, mais de la distance. Peut-être qu'elle s'était sentie invisible, elle aussi. Mais l'invisibilité ne justifie pas le secret financier. Tu n'as pas construit quelque chose avec moi, ai-je dit calmement. Tu l'as construit derrière mon dos. Elle a semblé fatiguée tout à coup. Peut-être que je ne pensais pas que tu comprendrais. C'est cela qui fait mal, ai-je dit doucement. Pas l'argent. Nous sommes restés là en silence pendant un long moment. Puis elle a demandé, plus doucement cette fois, est-ce que c'est fini? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Ce n'est plus ce que c'était. Et qu'est-ce que c'est maintenant? C'est honnête. Elle a expiré lentement. Et si l'honnêteté mène au divorce, au moins ce sera réel. Plus tard dans la nuit, mon téléphone a de nouveau vibré. Ce n'était pas elle cette fois. Une notification de la banque, confirmation formelle, ligne de crédit sur la valeur nette suspendue de manière permanente en attente d'une autorisation judiciaire conjointe. J'ai fixé le message. Le voilà. La finalité en petits caractères. Pas de vengeance, pas de triomphe, juste de la structure. En passant devant la chambre d'amis, sa lumière était encore allumée. Un instant, j'ai envisagé de frapper à sa porte. Au lieu de cela, je suis allé me coucher, parce que la confrontation ne consiste pas à gagner. Il s'agit de refuser de se perdre dans le silence. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. Pas de la colère, pas du ressentiment, mais de l'équilibre.
Le lendemain matin, elle ne m'a pas appelé du tout. Pas de panique, pas 31 appels manqués, juste le silence. Et parfois, le silence n'est pas une reddition. C'est un nouveau calcul. 6 mois ont passé. Pas de façon dramatique, pas dans les flammes, juste régulièrement. La maison a été évaluée au début du printemps. Le marché avait augmenté plus que nous ne l'avions prévu. La médiation s'est poursuivie 2 fois par mois. Nous avancions à travers des chiffres au lieu de disputes. Finalement, j'ai racheté sa part de la maison en utilisant un virement structuré d'une partie de notre compte de placement joint. C'était propre, documenté, signé. Elle a gardé sa voiture, sa société et les fonds qu'elle avait déjà transférés. Le tribunal a officialisé la séparation de corps avec une frontière financière claire entre nous. Pas de confrontation au tribunal, pas de coups de marteau de juge, juste des signatures au bas des documents. Elle a emménagé dans un appartement en centre-ville de Lyon en juillet. J'ai aidé à porter le dernier carton jusqu'à sa voiture. Cela l'a surprise. « Tu n'es pas obligé de faire cela », a-t-elle dit doucement. « Je sais », ai-je répondu. Nous sommes restés un moment dans l'allée, 2 personnes qui s'étaient autrefois promis l'éternité et qui se partageaient maintenant les meubles. « Est-ce que cela en valait la peine » a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit honnêtement. « Pourquoi » ? Pour la clarté. Elle a hoché la tête lentement. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. »« Je le crois », ai-je dit. « Mais tu l'as fait. » Elle a détourné le regard la première, puis elle est partie. La maison semblait plus grande sans elle. Pas plus vide, juste plus calme. Ma mère était assise à la table de la cuisine ce soir-là, pliant soigneusement un torchon. « Elle est partie » a-t-elle demandé. « Oui. » Elle a hoché la tête comme si elle avait connu cette fin bien avant moi. « Te sens-tu seule » a-t-elle demandé doucement. J'ai réfléchi à la question. « Non » ai-je finalement dit. « Je suis serein. » Et c'était la vérité. Ma pension de retraite est maintenant déposée sur mon compte individuel chaque mois. Le prêt immobilier est remboursé de manière agressive. La ligne de crédit reste fermée. Mes projections de retraite sont modestes mais stables. Pour la première fois depuis des années, j'examine les relevés sans aucune anxiété. La société qu'elle a créée? Elle n'a pas décollé. Je le sais car les registres publics montrent une activité limitée. Je n'en ressens aucune satisfaction. Juste de la distance. Nous nous parlons occasionnellement, cordialement, brièvement. Pas d'accusation, pas de nostalgie, juste des nouvelles de routine. J'ai conduit ma mère à son rendez-vous chez le cardiologue la semaine dernière dans ma propre voiture, dont la transmission a été remplacée et qui est entièrement payée. Sur le chemin du retour, elle a tendu la main et a serré la mienne. « Tu as l'air en paix » a-t-elle dit. « Je le suis. »« Tu lui pardonnes ?»« Oui. »« Et à toi-même ?» Cette question est restée en suspens. Il m'a fallu un moment pour répondre. J'y travaille. Un soir de fin août, Laurence a appelé. Pas 31 fois. Juste une fois. J'ai répondu. Bonjour, a-t-elle dit. Bonjour. J'ai reçu l'avis de finalisation de la médiation. Moi aussi. Silence. J'avais peur, a-t-elle admis. De quoi? De redevenir dépendante. J'y ai pensé. Tu n'as jamais été dépendante, ai-je dit. Tu n'as simplement pas eu confiance dans le fait que je serais à tes côtés si tu le demandais ouvertement. Et maintenant? Maintenant, je suis d'abord présent pour moi-même. Elle a expiré doucement. Cela sonne différemment. Cela l'est. Nous n'avons pas dit grand-chose d'autre. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai ressenti aucun regret. J'ai ressenti de la résolution. Cette histoire ne se termine pas par une réconciliation. Elle ne se termine pas par des excuses spectaculaires ou des vœux renouvelés. Elle se termine par de la structure, par des limites, par un homme qui a finalement compris que l'amour sans respect devient une obligation, et que l'obligation sans clarté devient de l'érosion. Quand elle a dit « ce n'est pas mon problème ». Débrouille-toi, elle ne réalisait pas qu'elle me donnait quelque chose de puissant, une permission. La permission d'arrêter d'absorber les problèmes des autres, la permission d'arrêter d'arrondir les angles, la permission d'arrêter de supposer un partenariat là où il n'existait plus.
Et quand elle m'a appelé 31 fois le lendemain, ce n'était pas parce qu'elle m'aimait plus. C'était parce que la structure avait changé. Parce que pour la première fois en 28 ans, elle ne pouvait pas compter sur mon silence complaisant. Si vous vous êtes déjà retrouvé à porter plus que votre part, si vous avez déjà ignoré les chiffres parce que les affronter semblaient trop lourds, si vous avez déjà confondu l'endurance avec la force, je comprends. Parfois, la force n'est pas d'élever la voix. Parfois, la force est de lire le contrat dans lequel vous vivez. Parfois, la force est simplement de dire « d'accord ». J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà eu un moment, une seule phrase, qui a tout changé pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous nous suivez. Je lis chaque commentaire. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours, des histoires sur la dignité, les limites et le courage tranquille. Alors, si cela a résonné en vous, envisagez de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Continuons à apprendre les uns des autres.